26 décembre 1944, 14h47, Holzheim, Alsace. La neige lourde et collante s'agrippe aux bottes comme une gangrène blanche, tandis que le vent glacé de l'hiver vosgien fouette les visages noircis de suie et de peur, portant l'odeur âcre du bois brûlé et du cordite résiduel des obus qui ont labouré la terre gelée la veille. Dans les ruelles étroites du village, nichées au pied d'une colline boisée, les silhouettes courbées des civils alsaciens émergent des caves humides, leurs yeux caves reflétant la terreur d'une occupation qui n'en finit pas. Et au loin, le grondement sourd des moteurs allemands déchire le silence ouaté, vibrant à travers les eaux comme un présage de mort imminente. Le sergent-chef Harlan Brooks, un Texan buriné de 32 ans dont la moustache jaunie par le tabac tremble sous l'effort de contenir sa rage, ajuste la sangle de son M1 Garand, le métal glacé mordant ses doigts gourds engourdis par le froid qui remonte des tranchées improvisées, creusées dans le verger gelé. À ses côtés, le caporal Yves Moreau, un Alsacien incorporé de force, puis passé à la 36e division US, murmure des prières en dialecte local. Son Thompson SMG pendant contre sa hanche, lourd comme un boulet de forçat, tandis que le reste de la patrouille, 8 hommes épuisés, barbus, aux uniformes déchirés imprégnés de la puanteur de sueur rance et de boue caillouteuse, scrutent l'horizon à travers les flocons qui dansent comme des éclats d'os pulvérisés. Vous sentez le poids écrasant de cette attente, le cœur cognant contre les côtes comme un marteau-piqueur dans une cage thoracique trop étroite. Chaque inspiration aspirant l'air piquant chargé de résine humide des pins noirs et de la fumée lointaine des cheminées du village où les femmes et les enfants se terrent, ignorant encore la tempête qui s'approche. Le radio, PFC Eddie Malone, un gamin de 19 ans du Bronx aux joues creusées par la dysenterie et la faim, tripote nerveusement les molettes de son SCR 536, ses doigts bleuis par le gel glissant sur le bakélite craquelé, écoutant les crachotements sporadiques des transmissions du QG. Patrouille ennemie confirmée, effectif réduit, une dizaine d'hommes, direction nord-est Holzheim, menace faible, tenir position et observer. Les mots résonnent dans sa tête comme un mensonge sucré, car déjà, depuis sa position avancée derrière un muret effondré, Eddie plisse les yeux, son souffle formant des nuages blancs qui se dissolvent dans le vide, et compte 1, 2, 3 silhouettes sombres émergeant du bois. Mais attendez, là-bas. Un mouvement furtif, un éclat de casque, puis un autre, et encore. Le timing décalé, les pauses trop régulières pour une simple patrouille de reconnaissance, comme si des vagues successives se déployaient en silence, masquées par la neige tourbillonnante. Le sergent Brooks crache un glavio jaune sur la terre durcie, son haleine fétide emplissant l'air confiné de la tranchée, où l'odeur de pieds moisis et d'urine gelée sature l'atmosphère, et grogne d'une voix rauque éraillée par les nuits sans sommeil. Intel dit 10 Fritz, pas plus. On les laisse passer et on frappe les premiers. Moreau, prépare-le. 30 cales, Malone, reste sur le radio. Mais Eddie, le ventre noué par une peur viscérale qui lui tord les boyaux comme une lame émoussée, sent une sueur froide couler le long de son échine malgré le froid mordant qui engourdit ses orteils jusqu'à l'insensibilité. Il observe à nouveau le viseur de ses jumelles embué par son haleine haletante et le doute s'insinue, corrosif, implacable. Les ombres dans le bois ne sont pas 10. Non, regardez ce piétinement étouffé, ces pauses synchronisées, comme une compagnie entière, se déplaçant par bonds, feignant la dispersion, leurs bottes enfonçant la neige avec une lourdeur méthodique. Et l'air porte maintenant le relent lointain d'huile brûlée, de caoutchouc chauffé, signe d'un half-track ou pire, un Panzer IV tapi dans les sous-bois, son moteur diesel tout sautant sous la charge. Chaque seconde s'étire en une éternité gluante, le tic-tac fantôme d'une montre arrêtée résonnant dans le crâne d'Eddie,
tandis que ses poumons se contractent autour d'un air trop rare, trop chargé de tension. Il imagine les civils du village, ces fermiers aux mains calleuses qui lui ont offert du pain noir la nuit précédente, leurs enfants aux yeux immenses, jouant dans la neige avant que les obus ne tombent. Et soudain, une incohérence criante. Le mouvement des sentinelles ennemies est trop fluide, trop espacé, pas le chaos d'une patrouille harassée, mais la précision d'un bataillon en approche, masqué par une erreur de comptage dans les rapports du régiment, un officier au QG trop pressé pour recouper les ombres floues des photos aériennes. Eddie déglutit, la salive épaisse comme du goudron dans sa gorge parcheminée, et ses doigts, tremblants, agrippent le rebord du muret, les ongles s'enfonçant dans le mortier friable. « Sergent !» murmure-t-il d'une voix qui craque comme du verre sous la botte. « C'est pas 10. Regardez, là, à droite du bois. Ils sont plus, beaucoup plus. Écoutez les moteurs. C'est pas une patrouille, c'est une putain d'invasion. » Brooks pivote, son garant claquant contre son épaule, le métal cognant la chair endolorie, et scrute à son tour, le doute creusant des rides profondes sur son front ruisselant de sueur glacée. Le froid s'infiltre partout, un lancinant, un vorace qui ronge les articulations comme de l'acide, faisant claquer les dents des hommes dans la tranchée où l'humidité suinte des parois argileuses, transformant les uniformes en pesantes armures de glace. Moreau, le caporal, charge son Browning. 30 cales avec des gestes lents, méthodiques, chaque cartouche glissant dans le chargeur avec un cliquetis métallique qui perce le silence comme un avertissement. Ses muscles bandés protestant contre l'épuisement accumulé des marches forcées depuis Saverne. La boue des plaines alsaciennes encore incrustée dans les rainures de ses semelles. Au village, à 500 mètres, les cloches de l'église sonnent faiblement l'heure. Un tintement étouffé par la neige qui tombe plus drue maintenant, masquant les contours des toits de tuiles cassées et des granges éventrées par les combats d'octobre. Madame Leclerc, la boulangère aux cheveux blancs noués en chignon, sort sur le seuil de sa maison, un seau de pommes de terre gelées à la main, son châle rapiécé flottant comme un fantôme, ignorant que la mort approche sous forme de SS en Feldgros, leur MP40 prêts à cracher la mitraille dans les ruelles innocentes. Eddie sent son pouls marteler ses tempes, un tambour de guerre primal qui noie presque le bourdonnement croissant des moteurs allemands, et il compte mentalement 20, 30 silhouettes, maintenant visibles par intermittence à travers les flocons. Un officier à la casquette plate gesticulant des ordres brefs, ses bottes cirées foulant la neige avec arrogance, suivi de MG42 montés sur trépied, leurs canons allongés comme des crocs affamés, et derrière, le ronflement d'un SDEG KFZ. 251, Auftrag, dont les chenilles broient la terre gelée, dans un craquement sinistre qui vibre jusqu'aux tripes. « Sergent, c'est une compagnie, au moins, avec soutien blindé, les civils. Ils vont tous crever, si on les laisse venir. » La voix d'Eddie monte en un cri étouffé, chargé de cette peur brute, animale, qui fait trembler ses genoux, le poids de la responsabilité s'abattant sur ses épaules frêles comme une avalanche. Brooks hésite, ses yeux plissés, balayant le paysage monochrome, sentant pour la première fois le doute ronger sa certitude forgée au baptême du feu à Anzio, où il avait perdu son frère sous les chenilles d'un tiger. Le temps se fige, chaque flocon de neige traçant une trajectoire infinie devant les yeux d'Eddie, son souffle haletant, formant un voile blanc qui obscurcit sa vue. Et dans cet instant suspendu, il revit les briefings du matin au PC du bataillon, les cartes froissées marquées d'une croix rouge pour Holzheim, zone civile à protéger, les officiers supérieurs minimisant la menace d'une patrouille errante, basée sur un rapport radioactif d'un avion de reconnaissance aux ailes givrées. Mais Eddie, avec son instinct de gamin des rues, sent l'anomalie, le décalage temporel entre les pauses ennemies et le timing annoncé, comme si l'intelligence avait compté une vague et ignoré les suivantes.
Une erreur fatale qui transformerait ce hameau paisible en un nouveau Oradour, avec femmes et enfants mitraillés contre les murs. Ses doigts gourdes pianotent sur le radio, l'antenne ployée sous la neige, et il appelle « Baker Easy », ici Fox 3, correction Intel urgente, patrouille ennemie sous-estimée, au moins 80 hommes plus blindés approchant Holtzheim Sud, demandez évacuation civile immédiate. Statique, puis une voix lointaine crachote, incrédule. Négatif, Fox 3 maintient position, Intel confirme petit groupe. La frustration bouillonne en Eddie, comme de la bile acide remontant dans sa gorge nouée, ses ongles s'incrustant dans ses paumes jusqu'au sang, tandis que le sergent Brooks, sentant le vent tourner, ordonne d'une voix basse et grondante « Moreau, alerte le village. Malone, continue d'appeler. On bouge les civils maintenant. Pas d'ordre pour ça. » Les hommes se redressent dans un concert de cliquetis métalliques, fusils braqués, cartouchières claquant contre les torses, le poids de leur pactage. Ration K moisi, grenades MK2 suintantes d'humidité, les tirant vers le bas comme des ancres, ils rampent hors de la tranchée, la neige cédant sous leurs coudes dans un bruit de succion humide, chaque mouvement une lutte herculéenne contre le froid qui rigidifie les muscles, transformant les gestes en cauchemars ralentis. Au village, les premiers civils émergent. Alertés par les sifflets stridents de Moreau qui court en zigzag, son Thompson ballottant, hurlant en alsacien et en français. « Les Boches! Les Boches arrivent! Cave! Partez par les champs arrière !» Une mère attrape son enfant hurlant, le serre contre sa poitrine osseuse, ses pas pataugeant dans la neige fondue, mélange de boue et de glace pilée qui aspire les semelles comme un marécage vorace. Pendant ce temps, l'ennemi avance, inexorable, leurs bottes martelant un rythme funèbre étouffé par la tempête blanche, l'officier SS Lieutenant Klaus Weber aboyant des ordres secs. « Schnell! Das Dorf räumen! Keine Gefangenen! » Ces hommes, fantômes en capote grise, portent le poids écrasant de leurs armes. STG-44 automatique aux chargeurs courbes gonflés, MG-42 dont les ceintures de munitions teintent comme des chaînes, leurs visages pâles marqués par la défaite de la poche de Colmar, mais animés d'une fureur désespérée, l'air saturé de leur tabac âcre et de la graisse chaude des moteurs. Eddie, tapi à nouveau, observe leur progression, le cœur serré dans un étau, sentant l'adrénaline inonder ses veines comme du feu liquide, dilatant ses pupilles pour capter chaque détail. Un half-track émerge du bois. Chenille grinçante, broyant les racines gelées. Son canon de 20 mm pivotant paresseusement. Et derrière, une trentaine d'hommes de plus se déploient en tirailleurs, confirmant l'erreur monstrueuse du rapport initial. « Ils sont 120 au moins », murmure-t-il à Brooks, qui hoche la tête, son visage un masque de pierre craquelé par le doute moral. Obéir aux ordres et tenir, ou désobéir pour sauver des vies. Les civils fuient maintenant en masse, un troupeau paniqué de silhouettes sombres courant vers les collines boisées, charrettes brinque-ballantes chargées de ballots hétéroclites, matelas roulés, poules caquetantes, enfants agrippés aux jupes maternelles, leurs cris se mêlant au ululement du vent, chaque pas un combat contre la neige qui monte jusqu'aux genoux, aspirant les forces vitales comme un vampire insidieux. Une grand-mère trébuche, son panier de légumes déversé en une traînée colorée vite ensevelie, et un GI la relève d'une main ferme, son fusil pendant dans l'autre, le métal claquant contre sa cuisse endolorie. Eddie court avec eux, couvrant la retraite, son radio calé sous le bras, hurlant des encouragements d'une voix brisée. « Allez, plus vite! Les Fritz sont à 2 bornes !» Mais le doute le ronge. Et si l'Intel avait raison? Et si c'était une erreur, un peloton d'exécution pour eux tous? La peur morale le transperce, plus aiguë que n'importe quelle balle, le poids de ces vies innocentes sur ses épaules frêles,
tandis que le village se vide, maisons béantes comme des crânes vides. Brooks ordonne le repli tactique, ses hommes se positionnant en embuscade sur la crête boisée, fusils braqués vers la plaine, le froid rongeant leurs doigts sur les détentes usées. Le SA-30 Cal de Moreau est installé, son canon pointé comme un doigt accusateur, ceinture de munitions déroulée en boucle grasse sur la neige tachée de boue. Les Allemands entrent dans Holzheim, déception sur leur face barbue quand ils trouvent les rues désertes, portes claquant au vent, feux éteints dans les cheminées fumantes encore tièdes. Weber fulmine, son pistolet P-38 dégainé claquant contre sa paume gantée. Jüdische Ratten, Suchen, brennen alles. Ces hommes pillent, fracassent, allument des torches improvisées de paille et d'essence, flammes léchant les murs de torchis dans un crépitement vorace, fumée noire s'élevant en volutes grasses qui puent le caoutchouc brûlé et la paille humide. Sur la crête, Eddie observe, le souffle court, sueur glacée coulant dans ses yeux piquants, et quand les premiers éclaireurs ennemis s'aventurent vers les hauteurs, Brooks donne le signal. Feu! Le monde explose en un chaos sensoriel. Le 30 Cal aboyant sa rage en rafales assourdissantes. Balles traçantes zébrant l'air en lignes incandescentes qui cueillent les boches comme des faucheuses infernales, corps tressautant dans la neige rougissante, hurlements gutturaux avalés par le tonnerre des détonations, les M1 Garand claquent en rythme précis, chaque coup de feu un recul brutal cognant l'épaule, éjectant des douilles fumantes qui font de la neige en flaques boueuses puant la poudre. Thompson de Moreau crache son venin à courte portée, cordite emplissant les narines comme un poing chimique, tandis que les grenades MK2 volent en arcs paresseux, explosant en gerbes de terre gelée et de membres disloqués, le shrapnel sifflant comme des essaims d'abeilles enragées. Le half-track allemand pivote, son 20 mm tonnant en retour, obus perforants labourant la crête dans des geysers de roches et d'écorces pulvérisées, vibrations répercutées à travers le sol jusque dans les molaires d'Eddie qui rechargent frénétiquement. Ses doigts engourdis luttant contre le clip 8 coups, glissant comme du savon. Un GI hurle, touché à la cuisse, sang chaud giclant en jets artériels qui fument au contact du froid, son visage blême tordu en un masque de douleur primitive, tandis que ses camarades le traînent en arrière, pansement compressif serré à travers les larmes. Les Allemands contre-attaquent, MG-42 hurlant leur staccato infernal. Hitler's buzzsaw, balles martelant les troncs comme une grêle de marteaux-piqueurs, écorce explosant en échardes mortelles qui lacèrent la peau exposée. Brooks est touché, balle traversant son épaule dans un craquement d'os broyés. Il tombe à genoux, sang poisseux imbibant sa chemise olive, grognant. « Tenez-les pour les civils !» Eddie, adrénalisé jusqu'à l'hébétude, vise l'officier Weber à travers la fumée âcre, son garant crachant la mort, le crâne de l'Allemand éclatant comme une pastèque trop mûre, cervelle et sang giclant en un arc obscène sur la neige immaculée. La bataille s'éternise, minutes dilatées en heures de tourments physiques, muscles hurlant sous l'effort incessant, poumons brûlants d'inhaler l'air saturé de plomb fondu et de viscères éventrés. Les Allemands, pris au piège dans le village vide, hésitent, leur assaut brisé par l'absence de butin humain, et reculent sous le feu nourri, half-track carbonisé fumant comme un cadavre géant, ses occupants grillés vifs dans une odeur de chair rôtie insoutenable qui monte jusqu'à la crête. Eddie tire jusqu'à ce que son canon chauffe au rouge, mirage dansant devant ses yeux injectés de sang. Chaque recul, un choc électrique traversant son corps épuisé. Enfin, le silence tombe, lourd, oppressant, seulement percé par les gémissements des blessés et le crépitement des incendies mourants au village. Le combat achevé, le monde ralenti en une agonie posthume, neige reprenant possession des lieux, en un linceul immaculé, taché de rouge sombre, qui gèle en croûte brillante. Eddie s'effondre contre un arbre,
jambes flageolantes, refusant de porter plus longtemps le poids du fusil et du sac, souffle rauque déchirant sa poitrine labourée par la toux du gaz résiduel, larmes coulant sur ses joues sales sans qu'il sache si c'est de soulagement ou de deuil pour le camarade gisant à ses pieds, yeux vitreux fixant le ciel indifférent. Brooks, pensé sommairement, vomit un mélange de bile et de sang, son corps secoué de spasmes, tandis que Moreau compte les munitions restantes, doigts tremblants sur les boîtes vides qui tintent comme des cloches funèbres. Les civils, à 1 kilomètre en sécurité relative dans les bois, murmurent des prières, leurs corps engourdis par le froid et la fuite, mais vivants, sauvés par cette intuition fulgurante d'un gamin qui avait osé contredire l'intel. Le silence s'épaissit, un vide hurlant dans les oreilles bourdonnantes, où chaque craquement de branche sous le vent semble une menace renaissante, et Eddie fixe l'horizon, le poids moral s'abattant enfin. Des dizaines d'Allemands morts pour un village fantôme, des vies Yankees sacrifiées, mais Holzheim debout, ses flammes s'éteignant en volutes paresseuses sous la neige incessante. La peur résiduelle noue ses entrailles, fatigue écrasante alourdissant les paupières, et dans ce creux après la tempête, il sent pour la première fois le fil ténu entre survie et damnation. Le goût métallique du sang sur sa langue, écho éternel de cette patrouille mal comptée qui avait changé tout. Les survivants se regroupent, pansent les plaies avec des gaz souillés, partagent une ration K détrempée dont le chocolat durci craque sous les dents, et attendent la relève, corps et âmes brisés mais intacts, sous le ciel alsacien qui verse ses larmes blanches infinies, ensevelissant les morts dans un oubli gelé. L'après se prolonge, interminable, le froid reprenant ses droits avec une cruauté méthodique, engourdissant les membres jusqu'à l'anesthésie bienheureuse. Eddie aide à charger les blessés sur des brancards improvisés de branches et de capotes. Chaque pas, un supplice où la neige colle aux plaies ouvertes comme du sel sur chair vive, cris étouffés montant dans la nuit tombante qui avale les contours du village noirci. Brooks, fiévreux, marmonne des ordres incohérents, son esprit hanté par les visages des civils évacués. Une gamine aux tresses blondes qui lui avait souri ce matin, et le doute moral le ronge. Avait-il bien fait de suivre le gosse, au risque de la cour martiale pour insubordination? Moreau, stoïque, nettoie son Thompson avec un chiffon graisseux, odeur de solvant chimique se mêlant à celle des corps en décomposition naissante, ses yeux hantés par les ombres des SS abattus, écho de ses propres frères fusillés en 40. Les heures s'étirent. Radio crachotant enfin une confirmation. Fox 3, évac civil réussi. Intel mise à jour. Bravo, repli autorisé. Soulagement fugace, vite noyé dans l'épuisement viscéral. Muscles tétanisés refusant le mouvement. Estomac creux hurlant pour de la nourriture chaude introuvable. Eddie s'assoit dans la neige, dos contre un rocher, sentant la chaleur résiduelle de son corps fondre la couche blanche en une flaque froide qui imprègne son pantalon, et ferme les yeux, vision kaléidoscopique de la bataille repassant en boucle ralentie. Le éclat du crâne de Weber, le recul du garant cognant son épaule, les hurlements avalés par les explosions. La moralité pèse, lourde comme le sac abandonné, car sauver un village signifie laisser d'autres villages brûler ailleurs, et cette victoire isolée n'efface pas la marée de la guerre qui continue, grondante, au-delà des collines. Dans ce silence post-bataille, amplifié par le vide des canons tus, les hommes parlent peu, voix basse craquelée, partageant cigarettes humides dont la fumée âcre monte en spirale paresseuse, yeux rougis fixant les flammes lointaines du village à demi consumé, structure noircie se découpant contre l'aube naissante qui teinte la neige d'un rose maladif. Un corbeau croasse, premier signe de vie sauvage reprenant ses droits, et Eddie sent une nausée monter, mélange de fatigue, de faim et du remords pour les ennemis morts, humains après tout, poussés par la même peur animale.
Brooks, soutenu par 2 GI, se redresse, crache un caillot sanglant. « Bon boulot, Malone, t'as sauvé ces enfoirés là-bas. » Mais les mots sonnent creux, écho dans le vide intérieur où la perte d'un homme, PVT Ramirez, éventré par un éclat, tripes fumantes étalées comme du pain moisi, creuse un puits sans fond. L'évacuation s'éternise, brancard cahotant sur le terrain inégal, neige aspirant les pieds à chaque pas, allaitement collectif formant un cœur laborieux. Les civils, regroupés dans une ferme abandonnée à 2 kilomètres, allument des feux de fortune avec meubles brisés, odeur de bois vert et de pommes pourries, emplissant l'air confiné. Femmes berçant enfants frissonnants, tandis que les anciens racontent en murmures l'approche des ombres grises évitées de justesse. Eddie arrive enfin, reçu comme un héros improbable. Une tasse de bouillon clair tendue par des mains tremblantes, liquide brûlant descendant en cascade réconfortante dans son gosier ravagé. Mais le choc émotionnel persiste, barrière invisible séparant son corps intact de l'âme fracturée par ses décisions irréversibles. La nuit suivante, blotti près d'un poêle de fortune, il rêve de chiffres, 10 contre 120. Une erreur de comptage devenue pivot du destin, et se réveille en sursaut, sueur froide collant sa chemise, écoutant le vent hurler dehors comme les âmes non apaisées des champs gelés. Les jours suivants s'étirent en routine hantée. Patrouille courte sous la neige incessante, radio crachotant mises à jour sur la poche de Colmar qui se resserre. Mais Holzheim reste un talisman, village reconquis sans massacre, ses habitants revenant prudemment ramasser les cendres de leur vie. Eddie, promu sur le terrain à caporal, porte le poids accru. Chaque ordre donné désormais teinté de cette mémoire viscérale. Peur et fatigue devenues compagnes fidèles, gravées dans la chair comme des cicatrices invisibles. Le silence des veillées au coin du feu, visages éclairés par les flammes dansantes, se remplit de confidences. Brooks avoue ses doutes sur la guerre. Moreau pleure ses origines perdues. Et Eddie, le junior devenu pivot, sent le fil ténu de l'humanité persister, malgré le brutal slow burn de la survie. Sous le ciel alsacien impitoyable, qui continue de saupoudrer son manteau blanc sur les tombes anonymes. Noël approche, mirage de paix sous la neige qui s'épaissit, transformant les tranchées en cocons gelés, où les hommes sculptent des croix rudimentaires pour les leurs, chants étouffés de Still Nacht, flottant sporadiquement dans le no man's land, vite noyés par le crépitement des mitrailleuses. Eddie, caporal aux épaules ployées, mène une patrouille nocturne vers Neuf-Brisac, flanc du convoi invisible dans la brume laiteuse, bottes s'enfonçant dans un tapis vierge, trahissant chaque pas. Le sergent Brooks, silhouette massive en avant, murmure des paris sur l'offensive française promise, tandis que Moreau, traînant la radio comme un boulet, capte des bribes. Poches en tenaille, boches acculées, renforts alliés en vue. Mais l'euphorie est fragile. Un obus isolé labourant soudain le sol à 20 mètres, geyser de terre et de givre projeté comme un avertissement divin, et la section se plaque au ventre, cœur cognant un rythme primal, Eddie ordonnant d'une voix rauque qu'il peine à reconnaître. « Couvrir! Avancez bas !» Le jour suivant, l'assaut se déchaîne, vague d'infanterie française déferlant sur les lignes allemandes, hurlements de clairons perçant le blizzard, tanks Sherman grondant comme des bêtes affamées, chenilles broyant les barricades de neige et de béton. Eddie, au cœur du maelstrom, grimpe un talus boueux, fusil mitrailleur calé contre l'épaule, éclats de shrapnel sifflant comme des frelons enragés. Il voit Moreau faucher net, poitrine ouverte en fleurs rouges sur fond blanc. Hurle son nom dans le vide, puis riposte, rafales précises, fauchant des silhouettes grises surgies des bunkers. La prise du village est un carnage chorégraphié, maison après maison vidée au lance-flammes, odeur âcre de kérosène et de chair brûlée, supplantant celle des pains givrés. Eddie,
sauvant un gamin français de 10 ans tapi dans une cave, yeux écarquillés comme des billes de verre, le portant sur son dos à travers le chaos, poids innocents ravivant le fantôme des 120. Brooks, blessé à la jambe, ricane entre deux grimaces. « T'es passé pro, gamin! Mais Dieu, qu'est-ce qu'on fout là ?» La poche se referme inexorablement. Colmar tombant le 9 février dans un feu d'artifice d'obus et de joie contenue, cloches sonnant enfin depuis les clochers intacts, vin chaud distribué par des Alsaciennes aux joues rougies, toasts portés à la libération sous un ciel qui daigne s'éclaircir. Eddy, décoré d'une croix de guerre sur une place jonchée de débris, fixe le ruban neuf cousu à la hâte sur sa vareuse élimée, saveur aigre du triomphe au palais. Héros pour les uns, bourreau pour l'ombre en lui. La nuit venue, dans une chambre réquisitionnée aux murs tapissés de photos jaunies, il couche avec une veuve aux courbes fatiguées, étreinte mécanique chassant les spectres, sueur salée et gémissements fins, masquant le vide. Au matin, elle lui offre un mouchoir brodé aux initiales, Monsieur L, relique d'un frère disparu à Verdun, et Eddy repart, talisman au poignet, vers l'est où le Rhin attend, fleuve noirci de barbelés et de promesses de fin. Le slow burn de la guerre, virant au brasier final sous un printemps alsacien qui pointe, insolent, ses bourgeons verts sur les charniers. Le Rhin, serpent d'acier et d'eau trouble, mugit sous les ponts pulvérisés, vestiges tordus comme des carcasses de dinosaures rouillés. Eddy, talisman serré au poignet, avance en tête du peloton, boue alsacienne collée au godillot, le printemps moqueur ourlant les berges de crocus jaunes qui percent les cratères. Les panzers grondent encore de l'autre rive, murmurent de tonnerres lointains, et les Stukas rasent le ciel en piaillements funèbres, larguant leurs œufs de mort sur les barges qui tanguent comme des ivrognes. « Remagen, on y va les boys !» braille le sergent O'Malley, voix éraillée par le tabac et les ordres, tandis que les canons de 155 mm crachent leur venin, éclaboussant l'horizon de geysers boueux. La traversée est un ballet macabre, nuit noire zébrée de fusées éclairantes, rames d'infanterie pagayant dans le courant traître, balles sifflant en essaim assassin. Eddy, rame en main, sent le froid du fleuve mordre ses os, fantôme des 120 ricanant dans les remous. « T'es mort depuis longtemps, gamin !» Mais il rame, halète, hurle pour couvrir les cris des noyés. Un obus fait éclater la barge voisine en gerbe écarlate, membres sectionnés, flottant comme des bois flottés. Brooks, pansement suintant à la cuisse, vomit par-dessus bord. Putain d'océan de sang. Ils accostent enfin, talus hérissés de mitrailleuses MG42 qui vomissent leur haine en rafales de 1200 coups, minutes, faucheuses infernales. Eddy roule dans la vase, grenade dégoupillée, bondit, explose un nid de frelons en chair hachée, puis charge, baïonnette au canon, entaillant des boyaux allemands qui puent la saucisse rance et la peur. La tête de pont s'élargit dans un délire de feu. Patton déboule avec ses tanks Sherman ronronnant comme des tigres assoiffés, écrasant les bunkers en craquement d'apocalypse, tandis que les Luftwaffe, squelettes faméliques, larguent leurs dernières bombes en suicide rageur. Eddy, éclaboussé de 100 ennemis et frères, voit le gamin de Colmar dans chaque civil hagard surgi des ruines de Bonn, yeux de billes brisés. Il distribue des carrations, caresse une tête blonde, murmure « C'est fini, petit !» Mais le talisman, Monsieur L, palpite comme un cœur arraché. Berlin tombe en mai, fumée de Reichstag incendiée par les Russes, Hitler un cadavre puant dans son bunker. VE-D explose en fusée de joie, champagne volé pétillant dans les verres ébréchés, baiser vorace avec des nurses aux lèvres carmin, cloche tonnant de New York à Paris. Pourtant, Eddy, vareuse bardée de rubans comme un sapin de Noël macabre, fixe le vide d'un camp libéré près de Dachau.
Pile de nus entassés, mouches bourdonnant sur des yeux caves, et le triomphe vire au fiel. Brooks, boitant vers un train pour les States, claque son épaule. « T'as survécu, héros. Mais à quel prix ?» Eddie hoche la tête, monte dans un C-47 bringue-ballant, Reen rapetissant en ruban d'argent sous les ailes, Amérique lointaine comme un rêve fiévreux. Le talisman glisse de son poignet usé, tombe dans la poussière d'une piste de Francfort. Il ne le ramasse pas. La guerre s'achève en slow fade, brasier éteint laissant des cendres dans les poumons. Eddie rentrant chez lui, fantôme parmi les vivants, 120 plus 1 apporté jusqu'au jugement dernier.